Hola, buen día a todas. Soy Miguel Ángel Martínez, el comisario del ciclo Presentes Densos en torno a las artes de vivir en un planeta herido, que se está llevando a cabo en estos momentos en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el IBAM, en Valencia. El ciclo que comenzó en septiembre y que se extiende hasta junio de este año, de 2021, gira alrededor de la situación de emergencia climática global, de eso que Isabel Stenger llamó la intrusión de Gaia. Pero a la vez en el ciclo se ancla en un territorio específico que es la Albufera de Valencia. Es un humedal que está muy cerca de la ciudad y que ha sufrido daños ecológicos graves en las últimas 5 décadas al menos. En torno al ciclo se ha constituido un grupo de trabajo de 30 personas, de edades, de formación, de procedencia diversa, y este grupo o bien visita en ese territorio, en la Albufera, o bien recibe cada 2 semanas a una invitada que ejerce como guía en cada uno de esos encuentros o sesiones del ciclo. Bien, entonces una de las personas que habíamos invitado y que teníamos muchas ganas de recibir era Vincent Depré. Finalmente Vincent no pudo visitarnos debido a las restricciones sanitarias asociadas a la pandemia de COVID-19, pero le propusimos una alternativa. Lo que propusimos a Vincent era mantener una conversación con ella, una conversación a distancia como esta, pero después de que el grupo hubiese trabajado algunos textos suyos, en particular 2 textos, una parte de su libro, Habiter en oiseau, que en español sería algo así como habitar como un pájaro, y un texto que tituló en torno a la investigación de los acúfenos que se ha publicado hace poco en la página web del Centro Cultural Kirchner, asociado también a una exposición, un proyecto artístico. Bueno, después de esta lectura y después también de realizar una serie de visitas a la Albufera, en la que recorrimos ese territorio con activistas, con biólogos y también con los ornitólogos que trabajan en ese parque natural de la Albufera, le hemos propuesto a Vinciane tener con ella este encuentro y conversar acerca de lo que hemos leído y de lo que hemos experimentado también en la Albufera. Como iba a ser difícil que todo el grupo, ese grupo de 30 personas, tuviera una conversación con Vinciane, el grupo ha delegado con total confianza su voz en mi hijo Miquel, que va a ser la persona que va a trasladar las preguntas que elaboramos conjuntamente en esas sesiones de trabajo. Bueno, va a ser mi hijo la persona que converse con Vinciane hoy, porque forma parte del grupo de trabajo y entonces ha seguido el recorrido que hemos hecho juntas durante los últimos 6 meses, pero también porque mi hijo es traductora y puede tener esta conversación en francés con Vinciane, y bueno, porque además ha leído y conoce y le conmueve también la obra de Vinciane. Así que nada más, os dejo con ellas y luego vemos o comentamos. Bon, bonjour Vinciane. D'abord, merci de vous prêter à cette conversation. Je suis Mijo et je suis la porte-parole d'un groupe de travail qu'on a commencé à nous réunir à partir du mois de septembre autour de l'Albufera. L'Albufera, c'est un lac doux qui est à côté de Valence et qui a souffert des problèmes écologiques de toutes sortes. Et donc, Miguel nous a proposé des pensées autour du lac et des conflits du lac. Comment essayer d'ouvrir notre vision à toutes sortes de conditions. Donc, la première chose qu'il nous a proposé, c'est d'écouter le lac, d'écouter les gens. Donc, on est allé voir et on a marché le lac et tout ça, et on a écouté les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les biologistes, les écologistes et les gens de l'administration. On a écouté tous ces différents points de vue qui rentrent en conflit à plusieurs endroits.
et on a pu observer un peu la complexité énorme de ce petit territoire, un peu comme un échantillon qui pourrait nous parler de la complexité générale à laquelle on doit faire face. D'autre part, pour essayer de nous débloquer, parce qu'on est resté un peu, comment dire, piégé par cette complexité insoluble, on va dire, on a commencé à lire des textes des gens comme vous, comme Donna Haraway, Lynn Margulis, Maria Petecuca, on a lu aussi Isabelle Stengers, qui était un peu la jonction entre la théorie et la pratique. On l'a employé. Donc, par exemple, les textes d'Isabelle Stengers ont été présentés par un sociologue et une personne qui travaille avec l'administration. Donc, ça a été, je crois, une jonction très intéressante de comment faire pour agir sur les vivants. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de réponses. Et donc, on voulait vous poser quelques questions pour essayer encore d'avancer dans cette analyse partagée qu'on a vraiment le luxe de pouvoir faire. On est un groupe très, très interdisciplinaire, comme Miguel a dit. Il y a des artistes du théâtre, des artistes visuels, des sociologues, des biologistes dans le même groupe de travail. Donc, vraiment, l'échange d'idées est très, très riche, mais parfois, ça ne fait qu'augmenter la complexité de les scénarios. Donc, on est un peu bloqué, on a besoin de vous. Donc, j'ai posé la première question par rapport à cette absence de réponses claires. Et il y a plusieurs questions que mes copains ont fait sur l'élargissement du champ de la recherche. Et ils se posent la question par rapport à, par exemple, les arts. Comment les arts pouvaient nous aider à écouter d'une autre façon, à regarder d'une autre façon et à parler d'une autre façon. Et aussi par rapport à la folie. Il y en a un qui propose aussi la folie, dit si la folie est une pratique de connaissance, comment pouvons-nous inclure son écoute dans notre conversation? Pourrions l'inclure dans nos pratiques scientifiques, comme nous pourrions inclure par exemple de l'expéculation? Alors, on va commencer par la première question parce que la seconde me semble trop difficile à aborder et je vais peut-être vous faire le coup de l'oublier encore haute. La question des arts, c'est comment est-ce que les artistes et comment est-ce que des pratiques artistiques peuvent aider dans cette situation. Il y a quantité de manières de répondre. Il y a une première manière qui est celle de Bruno Latour, qui dit quelque chose je trouve, qui touche tellement juste, et qui est le fait que cette situation qui nous arrive, nous n'y sommes absolument pas préparés. Nous n'avons pas la politique qui convient à cette situation. Je veux dire, les schèmes politiques traditionnels ne nous permettent pas d'appréhender et de penser cette situation. Nous n'avons peut-être même pas les schèmes cognitifs qu'il faut pour penser cette situation. Et je pense notamment, par exemple, au travail de l'historienne des sciences, Bernadette Binceau-Vincent, l'historienne française, qui a beaucoup travaillé avec Isabelle Stengers, et qui dit, par exemple, que nous assistons dans cette situation de crise écologique grave à un télescopage des différents régimes de temporalité. Ça veut dire que le temps avec lequel nous sommes habitués à penser les choses, qui n'est pas le temps des physiciens, qui est un temps vécu, ne nous permet pas d'appréhender la temporalité longue de l'histoire de l'évolution des vivants et les types de temporalité que cette crise fait surgir. Donc, nous sommes mal équipés cognitivement, nous sommes avec des modèles politiques complètement désuets qui ne nous permettent plus de faire de la politique, où les anciens clivages ne fonctionnent plus du tout. Les anciens clivages qui nous permettaient de nous repérer, de nous situer, de nous identifier ne fonctionnent plus du tout. Et le troisième aspect qui, moi, me semble le plus important, et ça, c'est Bruno Latour qui va insister là-dessus, c'est que nous avons de nouveaux affects qui sont en train d'émerger. Et ces nouveaux affects, eh bien, nous ne les connaissons pas bien. Et en plus, nous avons besoin de nouveaux affects. Et il y a de nouveaux affects qui émergent et dont nous ne comprenons pas encore nous ne comprenons pas bien ces affects. Je veux dire, autant les affects traditionnels qui accompagnaient notre expérience de la vie, notre expérience des relations, nos expériences politiques, que je pense à l'affect d'indignation, que je pense à l'affect de colère, que je pense aux affects de joie,
que je pense à l'amour, que je pense à la tendresse, enfin bref, tous les affects que nous avons traditionnellement développés au cours de notre histoire culturelle et naturelle, mais on sait bien que c'est la même histoire, nous les connaissons bien. On peut vraiment bien les décrire. Je vais dire, il y a combien de livres qui ont été écrits sur l'amour? Il y a combien de gens amoureux que nous comprenons tout de suite quand nous les voyons au cinéma ou dans un roman ou dans une fiction? Nous comprenons tellement bien la colère. Nous comprenons tellement bien l'indignation. Je vais dire, les romans nous ont nourris. Bref, nous sommes devenus tous avec un savoir commun, un savoir d'expertise extraordinaire à propos des affects. Et puis émergent de nouveaux affects que nous n'arrivons peut-être même pas à nommer. Alors, il y a des gens, par exemple, comme le philosophe australien Glenn Albrecht, qui va, par exemple, dire, il y a un nouvel affect qui nous arrive, c'est la solastalgie. Et la solastalgie, va-t-il montrer, c'est un affect que beaucoup de gens ressentent quand ils ne reconnaissent pas le monde dans lequel ils ont pris l'habitude de vivre, parce que ce monde a été changé, détruit. Et où on se sent, en fait, c'est un affect qui est basé sur la même racine que la nostalgie, sauf que c'est un affect qui est lié au lieu où on a vécu. Et cet affect, dit-il, eh bien, c'est un affect qui va nous arriver, qui nous arrive et qu'il faut apprendre à reconnaître, parce que c'est peut-être un affect qui va être un bon levier, d'abord pour reconnaître le désastre, mais aussi pour reconnaître la nécessité de faire quelque chose. La solastalgie, c'est « je ne suis plus chez moi ». En fait, j'étais chez moi, mais ce qui est chez moi a été tellement abîmé, modifié, que je suis devenue étranger à un lieu à partir duquel pourtant je me sentais tout à fait chez moi, que je pouvais identifier, qui me donnait certaines sensations. Alors voilà, un premier affect. Et puis, quels sont les autres affects qui sont en train de nous traverser et qu'on doit apprendre à reconnaître, dont on doit apprendre l'expertise, qu'on doit pouvoir apprendre aussi à mobiliser, parce que la plupart des affects, on sait très bien que les émotions, c'est l'étymologie qui nous le dit, c'est à la fois une forme de sensibilité qui nous permet de reconnaître des choses dans notre milieu que nous ne pourrions pas peut-être reconnaître collectivement, parce que c'est un savoir qui est plus sensible, plus immédiat, puis c'est un savoir qui dit qu'il y a quelque chose qui importe. Il y a un savoir qui s'impose comme important, parce qu'il nous touche, parce qu'il nous ébranle, parce qu'il touche nos corps. Donc, c'est important que ce savoir, nous commencions à l'élaborer, que nous commençons à reconnaître des signaux d'alerte dans nos propres corps. Alors, par exemple, il y a un affect qui est apparu il y a quelques semaines d'ici, je travaillais avec Bruno Latour et le consortium ou Atterrir, on travaillait avec des gens. Et à un moment donné, il y a un affect d'une participante qui décrivait l'état dans lequel les bois qui entouraient, dans lesquels elle aimait aller promener, qu'elle aimait aller voir, les forêts, les bois. Et elle a dit à un moment donné, avec ce qu'on appelle les coupes rases, donc la destruction finalement de tous les arbres en même temps, elle a dit c'est la désolation. Et on s'est rendu compte que la désolation, qui était un état du monde, qui était une belle description, une description très précise de l'état du monde, en fait, c'est un sentiment qu'elle éprouvait. Et qu'en fait, il y avait à ce moment-là une convergence formidable entre un état du monde qui est un état de désolation et nous-mêmes, quand on peut dire, nous sommes, je ne sais pas si ça passe bien en espagnol, mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a une racine latine qui sonne tellement fort dans ce terme qu'à mon avis, on va pouvoir trouver un terme équivalent en espagnol, c'est on ressent de la désolation. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la séparation qu'on avait effectuée entre un état du monde qu'on regardait comme extérieur et un état intérieur, en fait, elle devient tout à fait brouillée puisque l'état de désolation du monde nous met dans un état de désolation. Alors là, ça devient intéressant. Donc, je viens de repérer un deuxième affect grâce au travail, grâce à cette participante du travail de Bruno Latour. Mais quels sont les autres affects que nous devons repérer ? Et pourquoi est-ce qu'on doit aussi apprendre à repérer ces affects ? Parce que ce sont ces affects qui nous permettent, d'une certaine manière, qui nous font absorber l'immense catastrophe dans laquelle nous sommes, qui nous font absorber la nouveauté, mais qui nous font aussi absorber les chocs. Et absorber, ça veut dire, qu'est-ce que c'est absorber ? C'est vraiment à la fois réussir à faire de ce qui nous arrive quelque chose de soi, et à la fois, d'une certaine manière, encaisser le choc. Encaisser le choc et ne pas se laisser détruire par lui. Alors, j'arrive aux artistes, je suis en train de parler, je crois, de ce à quoi les artistes excellent. C'est-à-dire, ils excellent dans la possibilité de donner des formes à nos affects, de les sentir et de nous permettre d'une certaine manière, en nous les donnant à penser,
à voir, à sentir, à entendre, parce que justement les artistes utilisent une multiplicité de formes et de sensorialité, c'est-à-dire nous touchent par tous les canaux possibles. Il me semble que les artistes peuvent nous aider dans cette enquête à propos des affects qui nous sont en train de nous toucher, de nous mobiliser et de nous aider à les cultiver, à les définir, à les reconnaître et à ne pas les abandonner, parce qu'ils nous mettraient dans le malaise. Et donc, je pense que les artistes, c'est là où ils nous font sentir l'importance des choses. Ça, c'est un premier point. Alors, il y a un deuxième point où il me semble que les artistes excellent aussi, ou en tout cas, moi, tous les artistes qui m'ont touchée, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait quelque chose d'important. Et je suis pas, si je prends mon cas, c'est simplement parce que là, je peux parler en sécurité sans faire une généralité, en disant, bon, ben ici, je parle en sécurité dans la mesure où je déteste les généralités, où les généralisations sont des poisons, je pense, pour la pensée. Donc, je vais partir de qu'est-ce que les artistes, par exemple, qui me font penser, il y a quelque chose là qui se passe. Et ce qui se passe, par exemple, c'est que les artistes, eh bien, ils vont, d'une certaine manière, aider, ou en tout cas susciter chez moi une capacité à être sollicité parce qu'il y a des êtres qui demandent à être pris en compte, qui demandent à ce que je sache que quelque chose est important et qu'une importance me traverse. Et je pense que les artistes nous aident particulièrement bien parce qu'ils utilisent des modes qui s'y prêtent bien, des modes qui sont des modes incitateurs à nous rendre, d'une certaine manière, à nous rendre disponibles à être sollicités par les êtres du monde. Donc voilà, ce serait ma première réponse. Quant à la folie, moi, je ne peux pas répondre à ce thème-là parce qu'il faut voir. Et pourquoi? Parce qu'il faudrait que je discute avec la personne qui pose la question. Qu'est-ce qu'elle entend par folie? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle de ce qu'on désigne d'habitude comme maladie mentale? Mais alors là, on est dans un thème assez éculé, comme quoi le fou aurait accès à une vérité que la raison nous empêche. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une question comme ça. Mais alors, quel type de folie? Est-ce que c'est la folie de Antonin Artaud? Est-ce que c'est la folie de Nietzsche? Et qu'est-ce qu'on va faire de la souffrance liée à cette folie? Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce que coûte le fait d'être fou? Et donc, moi, je suis toujours mal à l'aise de répondre parce que ça, c'est une question qui serait pour moi, qui reste trop abstraite. Qu'est-ce que veut dire être fou? Voilà. Pour moi, ça reste une abstraction. Magnifique réponse, madame. Ça m'a fait penser pourtant à cette idée qu'il lance Haraway quand il dit qu'il nous faut faire face à une situation nouvelle qui est le double deuil pour la mort. Deux choses, pour nos morts et pour nos vivants dans le futur. Oui. C'est-à-dire, on doit quand même regarder cette absence de futur et cette absence de passé. Et donc, le mot que, en principe, me vient à la bouche, c'est deuil, mais je sais que le deuil n'est pas du tout utile pour faire face à cette situation de double mort, de laquelle nous parle Donna Haraway. Donc, c'est un peu de ça, de cette nécessité qui disait déjà Schiller de cultiver une certaine sensibilité différente envers le monde dont tu parlais par rapport à l'art et pas que l'art, c'est-à-dire tout un travail de fiction et spéculatif aussi. Mm-hmm. Alors, moi, je ne connais pas bien la thématique du double deuil, mais d'abord… De la double mort. De la double mort, c'est ça. Oui, voilà, la double mort. Qu'on doit répondre de nos morts, de tout ce qui est mort dans les passés et de l'absence de futur. Je ne sais pas si je parlerai, moi, d'absence de futur. Je ne sais pas dans quel sens Donna le dit, parce que dire qu'il y a une absence de futur, dans quel sens est-ce qu'on le dit? Et est-ce qu'on n'est pas en train de faire, d'une certaine manière, je vais dire, moi, je ne me sens pas le droit de dire qu'il y a une absence de futur parce que le futur ne m'appartient pas. Et je vais dire, je ne peux pas priver ceux qui viennent après moi de l'idée de dire qu'il y a un futur et que il ne sera pas facile, il sera même extrêmement difficile, il est extrêmement compromis, beaucoup de choses ont été détruites. Donc, ce n'est pas le futur tel que nos parents l'ont rêvé, mais de toute façon, ce futur dont mes parents ont rêvé, nous n'en voulons pas, puisque c'était un futur qui restait basé sur l'idée du progrès. Donc, et je ne ferai pas le deuil du progrès parce que c'est justement quelque chose avec lequel
il a été plus qu'utile de rompre et qu'on peut intensément regretter que cette idée de progrès ait motivé l'idée et donné sa forme à l'idée du futur telle qu'on l'a envisagée, que c'est ça la catastrophe. Donc moi, personnellement, je ne peux pas dire il n'y a pas de futur parce que ça ne m'appartient pas, ce futur ne m'appartient pas. Ce que je peux faire, c'est poser la question de comment est-ce que je peux, dès à présent, en travaillant sur le présent et en travaillant sur le passé, c'est-à-dire en revisitant le passé tel que on l'a construit pendant des années, tant qu'on était guidé par l'idée de progrès, d'une certaine manière. Donc, revisiter le passé en enlevant à cette visite et en revisitant, en enlevant rétrospectivement l'idée de progrès qui était liée, ben alors c'est de poser la question de savoir, bon, mais comment est-ce qu'on va activement ici créer des formes du présent qui permettra à ceux qui vont nous suivre de pouvoir hériter quand même de quelque chose d'une certaine manière, d'hériter de quelque chose qui leur permettra de faire fructifier, de rendre d'une certaine manière que ce futur ne soit pas complètement stérile. Ça, c'est une chose. Alors, la question de la double mort, c'est vrai que Haraway l'a bien thématisée et on la retrouve chez les philosophes environnementalistes. Elle peut d'ailleurs signifier plusieurs choses. Il y a d'abord cette chose très concrète dont on parlait, ça, je crois que c'est Deborah Bird-Rose qui en parlait. La notion de double mort, c'est le fait très concret que si un animal meurt, s'éteint dans un milieu donné, si c'est une espèce animale s'éteint dans un milieu donné, comme de sa présence dépendait la vie d'une autre ou d'autres espèces, eh bien, à la mort de la première, on va avoir la mort aussi des secondes. Et donc, on a une espèce de cascade, d'une certaine manière, cascade de catastrophes. Donc ça, c'était ça, d'abord la double mort. Alors, il y a une deuxième notion de double mort qui relèverait peut-être plutôt de la nécropolitique, au sens d'Achille Mbembe, et qui serait de penser que d'une certaine manière, on peut tuer deux fois les gens, on peut deux fois tuer les êtres. Et ce serait quoi cette double mort dans ce cas-ci? C'est-à-dire qu'une fois que on reprendra peut-être Judith Butler à aller un peu dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que, eh bien, si une vie n'est pas honorée après la mort, si on perd la mémoire de ceux qui ne sont plus là, et je ne parle pas des humains ici, je parle de tous les êtres vivants qui ont à un moment donné pu compter ou qui n'ont pas pu compter. Et c'est peut-être là où la double mort intervient. Si un être n'a pas pu compter et que personne ne porte sa mémoire, ça veut dire qu'en fait, à la mort d'une première fois, il y aura une deuxième mort puisqu'il n'aura aucune chance de continuer à persévérer activement dans la vie des vivants. Et donc là, il y a vraiment une double mort qui arrive à chaque être dont la présence n'a pas pu être prise en compte, qu'on a laissé, je dis, à la porte, comme disait William James, on laisse parfois, en effet, des intérêts à la porte. Et on doit toujours veiller, disait James, à ce qu'il puisse y avoir une porte à laquelle il puisse quand même frapper pour dire « Et moi, quand prendrez-vous en compte ma présence ?» Et donc, il y a double mort dans ce sens-là aussi. Alors, je crois qu'il y a un troisième, moi, je vois encore un troisième sens à la double mort qui est très lié aux deux précédents. C'est que quand une espèce, et c'est peut-être même pas en termes d'espèce, c'est essayer de penser le problème de l'extinction d'une autre manière. Alors moi, c'est un vrai problème, ça. C'est que le problème de l'extinction, la manière dont il est pensé, moi, j'arrive pas à avoir une prise dessus. Pourquoi? Parce qu'on me parle de chiffres, on me dit X ou 70% de tel règne ou de telle espèce a disparu dans les 60 dernières années, ou bien X millions d'animaux de telle espèce ont disparu, ou il ne reste que 60 animaux, 60 tigres ou 60, bref. Et ces chiffres me mettent totalement en déprise par rapport à la réalité de ces êtres qui vivent avec nous. Je vais dire, je n'arrive pas, j'arrive ni à le penser, parce que les chiffres ne me font pas penser. Sans doute, aurais-je été mathématicienne ou statisticienne, je doute pour statisticienne, que ces chiffres pourraient, je ne dis pas évoquer quelque chose, bien sûr que ça évoque, mais ça ne me fait pas penser, ça ne me fait rien sentir. Et je vais dire, on essaye de susciter un sentiment de catastrophisme et j'ai l'impression qu'on ne suscite rien du tout. Et que de toute façon, quand bien même on susciterait le catastrophisme, je ne suis pas sûre que ce catastrophisme nous aide à, je pense qu'il nous paralyserait plutôt qu'autre chose. Et donc, je me pose tout le temps la question de savoir comment est-ce qu'il faut arriver à penser tous ces êtres qui meurent de telle sorte à
d'une certaine manière, à ce que ça nous mobilise, soit pour porter leur mémoire et faire que quelque chose de ce qu'ils ont été continue à rester dans le monde, soit pour empêcher, avant que ce ne soit trop tard, que ça n'arrive, et en pensant aux conséquences de ce qu'on va faire pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il y a tout le problème, évidemment, de la préservation des derniers spécimens, comme on les appelle, c'est qu'ils payent le prix fort pour simplement maintenir l'idée de leur espèce sur Terre. Voilà, donc c'est aussi ça. L'idée de l'espèce n'est pas déjà quelque chose qui nous encombre et nous entrave. Et donc, je me suis dit, tiens, mais comment est-ce qu'on va pouvoir… Et pour le moment, je suis en train d'essayer d'imaginer, de chercher, de collecter, d'enquêter dans les romans, dans la fiction, chez les artistes, comment est-ce qu'on va arriver à absorber ce choc de la disparition de tant d'êtres, à essayer de l'en empêcher, parce que absorber ce choc, c'est peut-être ça aussi qu'il nous faut pour essayer de l'en empêcher, c'est-à-dire ne pas être sidéré, ne pas être paralysé, et en même temps arriver à penser ce monde comme un milieu dont nous faisons partie et dont la perte d'êtres qui s'en vont va terriblement appauvrir l'univers dans lequel nous faisons partie. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on dit que la disparition de, je ne sais pas moi, des grues ou des corneilles de Hawaï, ça fait un trou dans le monde? Comment est-ce qu'on arrive à penser ça, le trou dans le monde qui va rester? Et comment est-ce qu'on va penser qu'il faut continuer à avoir une mémoire de ce qu'elles étaient? Alors aussi peut-être, et là j'ai retrouvé ça dans un roman d'Éric Chevillard qui s'appelait Sans l'orang-outan, l'expression finalement la plus, me semblait-il, en tout cas qui m'a le plus touchée, c'est qu'à un moment donné, il imagine la disparition de l'orang-outan et il va dire ceci, il va dire d'une certaine manière, avec la disparition de l'orang-outan, ce que nous perdons, c'est le bruit que les gouttes d'eau faisaient sur les feuilles pour les orang-outans, c'est-à-dire la manière unique dont les orang-outans percevaient, sentaient le monde. Et c'est ça qu'on perd. Et je me suis dit, mais tiens, mais ce qu'on perd, ce sont tous des rapports corporels, sensoriels, créatifs, par lesquels chacun de ces animaux faisait que le monde existait pour lui. Et on retrouve la notion d'Umwelt, mais une notion d'Umwelt qui devient une notion beaucoup plus poétique, beaucoup plus sensorielle et qui engage, qui n'est plus une notion simplement l'Umwelt est l'univers perceptif de chaque animal dans ce monde. Non, non, il y a une notion d'Umwelt qui devient une notion de, finalement, si un animal disparaît, c'est tout un monde qui disparaît avec lui. C'est-à-dire un monde de perception, un mode de création, quelque chose qui est aussi d'un rapport qui s'est inventé avec le monde et qu'on va perdre. Ça veut dire que le monde s'appauvrit littéralement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cet appauvrissement? D'une part, en essayant que les espèces ne disparaissent pas, aussi en pensant aussi, mais quelles sont les conditions qu'ils ont dans ce monde tel qu'il est en train de devenir, de continuer à tisser ces rapports, parce qu'il y a les deux, il n'y a pas seulement que l'être ne disparaisse pas, mais que la possibilité qu'il avait de tisser des rapports originaux, superbes, complexes et tout avec ce monde continue. Si on fait revenir si on garde les êtres dans des habitats complètement appauvris, je vais dire, on a complètement loupé ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire de continuer à enrichir le monde avec la présence des êtres. Donc, ce n'est pas seulement lutter contre l'appauvrissement du monde, c'est continuer à lutter pour que les êtres puissent continuer à enrichir leur monde de leur présence et aussi de leur manière particulière d'entrer en relation avec lui et avec les autres êtres. Donc, voilà un peu comment je répondrai à cette histoire de double mort. Merci. Une autre question qui nous a intéressé pendant tout le processus, c'est la question du territoire. Dans votre livre « Habiter un oiseau », vous affirmez que le territoire est un terme qui n'a rien d'innocent. En étudiant ou en écoutant tous ces différents acteurs qui agissent sur la Albufera, on s'est rendu compte de l'implication que ça supposait travailler entre communauté et immunité. Comment faire que le territoire ne devienne pas l'endroit de défense contre les autres? En cultivant les émotions qui nous lient avec le territoire, c'est-à-dire ne pas être séparé, mais en même temps, ne pas devenir quelque chose de fermé. Alors, moi, je n'ai pas une réponse concrète par rapport à votre problématique. Tout ce que je vois, c'est comment les oiseaux, parfois, ont été capables de résoudre ce genre de problème. C'est-à-dire, comment continuer à vivre ensemble en ayant parfois un lieu d'attache qui va vous permettre de faire certaines choses, qui va vous apporter certaines choses. Alors,
la première chose à laquelle je réfléchirais en partant de l'expérience que j'ai des oiseaux, le territoire, vous savez, la définition qui est je veux dire, acceptée par tous les ornithologues, très vite d'ailleurs, on est dans les années 1930, c'est que le territoire, c'est n'importe quel lieu défendu. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire par défendu? Voilà, et ça, c'est intéressant. Et je pense que ça peut, à ce moment-là, ça veut dire défendu, mais ça veut dire pas défendu parce que c'est ma propriété. On ne sait, je veux dire, il n'y a pas de détermination à pourquoi c'est défendu. C'est peut-être simplement défendu parce que ça importe. Donc, je vais dire, il est évident que le lac, les pêcheurs vont le défendre parce qu'il importe pour eux. Il est évident que les riverains vont le défendre parce qu'il importe pour eux. Et là, on continue. Donc, je veux dire, finalement, alors peut-être poser la question dans les conflits, qui en fait ne veut pas défendre, qui en fait ne considère pas ce lieu qui nous rassemble et qui nous met en conflit, qui ne le considère pas comme quelque chose à défendre. Et si c'est le cas, est-ce qu'il a exactement le même droit à la parole que les autres, puisque ce lieu auquel tout le monde tient, lui ne veut pas le défendre. Donc ça veut dire que peut-être qu'à ce moment-là, il n'est plus dans un espèce de collectif où il y a des arrangements et des compositions qui sont en train de se créer, ça veut dire peut-être qu'il est chez les ennemis et que ça vaut la peine de l'identifier comme un ennemi. Si quelqu'un avait, par exemple, je ne sais pas moi, remplir ce lac de détritus, d'une certaine manière, lui, le territoire, c'est plus un lieu à défendre parce qu'il faut prendre défendre dans le sens de garder dans sa vitalité, garder dans sa multiplicité, garder dans sa richesse. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce que les oiseaux m'ont appris, c'est que les lieux importants du territoire, ce sont quand même les périphéries. Je vais dire, alors ça, c'est pas la théorie qui a unifié tous les ornithologues, c'est une théorie qui s'est imposée dans les années 50-60 et qui me semble la plus intéressante à cet égard. C'est une théorie qui permet de combiner, de concilier tellement de dimensions du territoire dont on ne comprenait pas très bien pourquoi elles avaient émergé, par exemple, pourquoi chanter autant, pourquoi défendre un lieu alors qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un lieu qui vous nourrit, ça peut, mais ce n'est pas nécessairement ça. Pourquoi le défendre avec autant de pugnacité alors qu'en fait, d'une certaine manière, la bagarre, elle n'est pas réelle, c'est du bluff. Pourquoi quand même faire intrusion chez les autres alors qu'en fait, les chances que cette intrusion débouche sur un agrandissement de son propre territoire sont vraiment négligeables. Donc, pourquoi toutes ces bagarres si elles ne servent à rien? Bref. Et puis finalement, il y a deux ornithologues, il y a Fraser-Darling d'une part et Fisher de l'autre part, qui vont dire, mais finalement, le territoire, ce sont des compromis entre la nécessité de vivre en groupe et de vivre socialement et la nécessité par moment d'avoir un espace où on est un peu préservé des interférences des autres, où on peut en tout cas revendiquer le fait d'être préservé des interférences des autres. Eh bien, le territoire, c'est exactement ce lieu-là. C'est-à-dire, on continue à socialiser parce qu'à la périphérie de chaque territoire, il y a des tas de rencontres, des bagarres, des conflits. Et Fraser-Darling ira même jusqu'à dire que finalement, les oiseaux, au lieu d'éviter les conflits, on voit même qu'ils vont les chercher par moments, qu'ils vont vraiment provoquer le voisin en disant tiens, qu'est-ce que tu dis de ce que je fais ici en mettant une patte de l'autre côté et puis hop là, c'est une belle bagarre. Et Fraser-Darling ira dire les bagarres font partie de la socialisation, c'est une façon pour les oiseaux de s'activer mutuellement, de se mettre dans des dispositifs. Mon docteur Antibau de Meyer disait ce sont des dispositifs d'enthousiasme. Ce sont des choses qui vous activent, qui vous mobilisent, qui vous font vous sentir vivre et revivre, etc. Et les oiseaux, visiblement, aiment se sentir vivre et aiment s'activer. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on prend des définitions du territoire, et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est en définissant le territoire sur l'importance des périphéries, sur un compromis entre des exigences de socialisation et des exigences de protéger contre l'interférence, en pensant le territoire comme quelque chose à défendre, mais pas à défendre comme un État défend ses frontières, c'est défendre au sens de chérir aussi, au sens de dire ce lieu est important, on doit y faire attention. Une fois que vous avez mis toutes ces petites définitions ensemble, vous vous rendez compte qu'en fait, toutes les définitions du territoire sont en contradiction avec la définition la plus simple et celle qui pourtant s'impose toujours si vite et si immédiatement, qui est celui de la notion de propriété privée. En fait, le territoire est presque une contradiction à la notion de propriété privée puisque c'est un dispositif de socialisation qui, loin de régler les conflits, les suscite
qui, loin de régler les choses une fois pour toutes, ne cesse pas d'être rejoué. C'est un lieu où tout se rejoue tout le temps, qui, loin d'être un lieu de stabilité ancré dans le marbre, comme l'est la propriété privée, peut être par moment territoire et par moment c'est un espace neutre. Ça, c'est extraordinaire, comme les oiseaux peuvent parfois considérer que le même espace peut être un territoire et puis à une autre saison, ça n'a plus rien à voir avec le territoire, il est déterritorialisé, ou même simplement, comme c'est arrivé par exemple chez certains oiseaux, si la partie qu'ils sont en train de défendre, ou en tout cas de territorialiser, est prise par la glace parce qu'il y a une partie qui est au bord d'un lac, justement, et qu'elle est prise par la glace, on voit que les oiseaux ne sont plus du tout territoriaux. Une fois que c'est pris par la glace, ça n'existe plus comme territoire. Donc, à quel point, finalement, il n'y a pas du tout cette stabilité que décrit le régime d'appropriation. Et peut-être qu'alors, à ce moment-là, on commence à réfléchir avec les oiseaux que avoir un territoire, c'est l'ordre de l'avoir, bien entendu. Être territorialisé par un territoire, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement qu'on territorialise un espace, c'est qu'on est territorialisé par cet espace. Et s'il s'agit du régime de se dire on approprie un espace pendant le temps de la territorialisation, en fait, on doit se dire aussi qu'on s'approprie à l'espace, c'est-à-dire qu'on remarque que les oiseaux, d'une certaine manière, s'il est vrai qu'ils font de l'espace une espèce d'extension de soi sur le territoire, un peu comme une araignée tendrait sa toile, mais en même temps, ils deviennent partie du territoire, ils sont appropriés au territoire, donc ils sont possédés par le territoire, ils sont capturés par le territoire. Et je vais les approprier, c'est-à-dire qu'ils se rendent propres à ce territoire. Et si je dis ça, c'est parce que je suis inspirée ici par la juriste française Sarah Van Uxem, qui a écrit un très joli livre en français, un tout petit livre, qui s'appelle « La propriété de la terre », ou « Les propriétés de la terre », dont la propriété de la terre, et qui va décrire, qui va essayer, en fait, c'est une juriste qui va revisiter l'histoire du droit pour essayer de voir là où on peut donner de légères inflexion de l'interprétation des lois telles qu'elles ont été élaborées pour permettre de repenser la propriété privée autrement et de la penser par exemple en termes d'usage et que la penser en termes de la propriété, ce serait un art d'habiter en quelque sorte. Et donc on n'est plus du tout dans des notions d'appropriation. Et elle va par exemple citer un cas où en disant ça va peut-être être difficile à traduire cette histoire, c'est que s'il est vrai que d'une certaine manière, on s'approprie un lieu, on le rend soi, ou plutôt, je crois qu'on le rend sien, eh bien, en même temps, être dans une position de territorialisation, c'est se rendre propre à ce lieu, c'est-à-dire se rendre appropriable par ce lieu, devenir quelqu'un de ce lieu. Voilà. On passe là au troisième bloc qui a été déjà annoncé par vos paroles parce qu'on veut parler des animaux et des lois. Donc, il y a plusieurs questions qui mettent en question nos rapports avec les animaux et qui essayent de défendre les animaux à travers l'édiction des lois qui les protègent, qui les donnent des droits. Il y a aussi tous les débats à propos des droits des animaux, des droits Bon, il y a les parlements des choses qui proposait Bruno Latour, donc qui nous questionnent comme étant les êtres qui sont soumis à la loi et qui doivent répondre à la loi, ou bien si on ouvre ça à tous les autres animaux. Je sais que vous avez questionné ce point de vue en disant que si on accorde de lois, on exige aussi des devoirs et que c'est là le point où les animaux ne devraient pas être questionnés, c'est-à-dire sur les devoirs qu'ils peuvent avoir, mais aussi vous opérez ou vous proposez une stratagème qui on dirait propre d'un renard même, en disant que en créant une loi qui interdise les simulations hormonales, on opérerait déjà un gros changement dans tout ce qui est nos rapports avec les animaux et que vous proposerez plutôt des actions dans cette direction-là que dans la question de droit des animaux. Comment... Pardon, la question du droit des animaux, en fait, je ne me souviens pas, et si je l'ai dit, c'était probablement un moment de distraction. Je ne me souviens pas avoir dit que si on exigeait, si les animaux avaient des droits, ils auraient aussi des devoirs et que c'était problématique. Pour moi, ce n'est pas problématique que les animaux aient des devoirs. Je vais dire, ils ont des devoirs. La plupart des animaux ont des devoirs et il y a moyen de leur faire savoir.
d'abord, entre eux, ils ont des devoirs. Je veux dire, ça, c'est le travail de Morisot, de bien montrer que les loups respectent des codes qui sont de type politique, notamment, on ne passe pas la périphérie du territoire de la meute voisine n'importe comment. Et si on la passe, on ne marque pas chez les voisins. Donc, il y a plein de codes de politesse, de manière de vivre, des codes diplomatiques, des codes politiques. Donc, ça veut dire qu'on est capable aussi d'entrer dans ces codes et de les décoder pour pouvoir les utiliser pour demander aux animaux d'avoir certains devoirs. Par exemple, je me souviens d'un de mes collègues africains qui m'avait raconté que chez lui, eh bien, les lions ont le devoir de ne pas manger les enfants humains et qu'il y a moyen d'expliquer ce devoir-là aux lions. Dans les réserves naturelles, on explique aux éléphants qu'ils ont le devoir de ne pas passer certains lieux, mais on leur explique comment, en mettant par exemple des ruches d'abeilles, en mettant, bref, je vais dire, ce sont toutes des compositions où la question du devoir n'est pas obligée de passer par un accord écrit ou un contrat oral, ça passe aussi par des ruses, ça passe par des stratégies de renard, ça passe par des stratégies de poulpe, c'est-à-dire arriver à comprendre suffisamment les codes de l'autre pour pouvoir, à partir de ces codes, d'une certaine manière, lui demander de respecter ce code, un code similaire avec nous, par exemple. Voilà. Et donc là, je pense qu'on est dans un régime où il y a en effet des formes de devoir, mais il faut bien envisager que ces formes de devoir sont de type. Alors, les animaux ne cessent d'avoir des devoirs. Quand on pense à tous les animaux qui travaillent pour nous, c'est quand même impressionnant le nombre de devoirs qu'ils accomplissent et qu'ils remplissent. Donc, moi, l'idée que les animaux ne pourraient pas remplir des devoirs, alors qu'on ne cesse de leur demander de remplir des devoirs, je me dis, mais là, on irait quand même un peu fort d'affirmer ça. En revanche, j'hésitais à partir par le droit, dans le style accorder des droits subjectifs aux animaux, parce qu'allait se poser à un moment la question de savoir, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on n'allait pas recréer d'autres formes de hiérarchie qui, d'une certaine manière, légitimeraient le fait qu'il y ait une hiérarchie entre les animaux et nous. Si on fait entrer les chimpanzés dans la sphère du droit à titre de citoyens, etc., oui, mais alors, mais pourquoi les chimpanzés et pas les cochons, hein? Alors, si c'est de se dire, on va commencer, alors si on est pragmatique, on dit, on va commencer par les chimpanzés, on arrivera au cochon grâce aux chimpanzés, parce qu'avec les chimpanzés, on sait que ce sera plus facile que de commencer directement par les cochons, parce que nous sommes comme nous sommes, parce que nous sommes des primates, parce que nous pensons que les primates doivent être forcément mieux que les autres et compagnie. Donc, on va commencer une sorte de népotisme qui fait qu'on donnera nos faveurs à nos plus proches cousins. Mais je pensais que ça compliquerait très fort les choses. Mais d'un autre côté, je me dis, parce que je me dis, on va arrêter, mais il va falloir s'arrêter. Bon, et puis, quel type de droit? Et si les rats si quelqu'un qui est un représentant des rats demande des droits, oui, mais alors comment est-ce qu'on va gérer le fait, par exemple, que quand les rats se reproduisent de façon trop dense, on va devoir nous les limiter. Donc, ça veut dire que ce seront des droits qui seront des droits de seconde zone, puisqu'on pourra quand même les empêcher de faire pas mal de choses quand ça ira à l'encontre de nos intérêts. Et nos intérêts, c'est sûr, vont quand même prévaloir. Donc, je me dis, tiens, là, est-ce que c'est possible? Mais en même temps, je n'ai pas envie non plus de dénigrer cette notion parce que je me dis, si elle peut un peu, d'une certaine manière, améliorer la protection, parfois la loi, en effet, aide sérieusement à stabiliser les choses et à mieux les protéger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de me dire, tiens, mais est-ce que c'est la manière dont nous envisageons les droits, qui est quand même une manière qui reste maintenant traversée de conceptions individualistes extrêmes, qui sont traversées d'une survalorisation du sujet actif, autonome, etc. Est-ce que c'est vraiment le bon format pour s'adresser aux êtres qui sont considérés comme n'ayant pas la pleine autonomie, comme n'étant pas dotés de consentement? Parce que c'est ça aussi. C'est que, par exemple, entrer dans le droit, c'est poser la question de est-ce que cette personne qui est entrée dans le droit peut consentir, hein? Le cas, par exemple, des enfants qui ne peuvent pas, d'une certaine manière, être considérés comme consentants ou pas, mais c'est toutes des questions qui vont se poser. Est-ce que ces droits qui sont formatés autour de la notion d'un adulte responsable, autonome, ayant le contrôle de lui-même comme état par défaut, comme état de base, est-ce que c'est une bonne manière d'appréhender les autres vivants avec des cadres juridiques finalement forgés par une culture particulière, dans une conception particulière? Donc, ce qui veut dire que si la question du droit
entre, je me dis, ça veut dire qu'il faudra repenser, reconfigurer, reformater, et c'est pas facile, parce que changer le droit, c'est une des choses les plus difficiles. Si Sarah Van Uxem dit, je cherche dans les interprétations de la loi telle qu'elle est, la possibilité de penser la propriété privée et de légiférer à son sujet et de protéger l'usage des communs, par exemple, autrement, c'est parce qu'elle sait très bien comme juriste que, justement, c'est très difficile de changer les lois. Je vais dire, donc il vaut mieux, il y a tout un travail plutôt sur l'interprétation des lois telles qu'elles sont. Donc vous imaginez, non seulement il s'agirait de changer les lois, mais en plus il s'agirait, si on veut le faire convenablement, de changer aussi le cadre conceptuel et philosophique dans lequel on a pensé le droit jusqu'à présent, puisqu'on va s'adresser à des êtres qui justement échappent ou contre lequel ce cadre s'est forgé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en même temps, je me dis, il y a des initiatives intéressantes. Considérer, par exemple, une rivière comme étant à protéger, mais non pas comme une personne, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, mais comme un milieu. Ça veut dire que ce n'est pas la rivière en tant que personne qui est personnalité juridique. Alors là, on sort un peu de ces cadres trop étroits de l'individualisme, de la propriété privée, etc., etc. Mais de considérer comme un milieu. Et ça veut dire qu'on pose la question de qui va être défendu en tant qu'entité milieu rivière. Eh bien, c'est les riverains, c'est les poissons, c'est les pêcheurs, c'est peut-être même les pierres, c'est l'eau. Bref, et à ce moment-là, les choses deviennent absolument passionnément compliquées. Mais je dis passionnément compliquées parce que ça veut dire qu'en effet, vous allez faire entrer quantité d'êtres dans cette sphère de débat autour de la protection et des droits que vous conférez à ce milieu parce que vous ne savez pas où s'arrête et où commence, vous ne savez pas où commence et où s'arrête un milieu et où finit un milieu. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est justement là où on va travailler. Qui fait partie du milieu rivière qu'on doit protéger? Qui fait partie, qui a le droit d'être défendu en disant je fais partie du milieu rivière? Donc voilà. Alors une fois qu'on parle, si on parle de changement de loi et de protection en termes de milieu et plus en termes d'individus, et qu'on arrive à trouver, et visiblement il y a moyen de trouver puisque ça a déjà été fait, et qu'on arrive à trouver des ressorts dans la loi qui permettent ça, alors je me dis, non seulement ce sera formidable à la fois pour les êtres, parce qu'on pensera en termes de relations d'interdépendance, mais ce sera peut-être formidable pour nous, parce qu'on va peut-être enfin sortir aussi de ces cadres juridiques qui ont quand même été modifiés et forgés, par exemple, par une pensée du XVIIe siècle, avec laquelle on n'est plus vraiment en accord et dont on se rend compte qu'elle ne peut plus, que c'est une pensée qui n'est plus du tout en accord avec ce que le monde exige de nous aujourd'hui. Et puis le troisième point que je vais essayer de retrouver parce que je me suis tellement emballée que je ne le retrouve plus. Ah oui, à propos de l'insémination. Alors je disais que lutter contre l'élevage industriel, pour moi, contre la production animale, etc., c'était pour moi une priorité absolue et c'est pourtant une des choses les plus difficiles à faire. On arrive mieux à protéger, je vais dire, une lointaine grue en extinction que de faire attention à des vaches qui vivent à 20 km de chez nous, ce qui est quand même un peu paradoxal. Et on sait qu'il y a des lobbies, on sait qu'il y a des enjeux économiques qui sont énormes, on sait aussi que les lobbies ne sont pas nécessairement de bonne foi. Quand ils nous affirment qu'il faut bien nourrir la planète et qu'il faut bien nourrir le monde, on nous avait déjà fait sous le coup avec les OGM. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler, mais qu'il y a des puissances économiques tellement énormes. Et je me disais pourtant, une toute petite loi qui changerait les choses, mais je ne dis pas que ce n'est pas une solution parce qu'elle ne sera jamais acceptée, ma petite loi. Et ce n'était même pas d'interdire l'insémination. C'était de dire, vous savez, si vous voulez faire de l'insémination artificielle, parce que si vous l'interdisez pour les animaux, vous faites quoi pour les humains? Les revenants de nouveau exceptionnels, eux, ils peuvent. Donc, je ne dis pas à ce qu'on interdise l'insémination artificielle. Je dis simplement que quand les humains décident de faire de l'insémination artificielle en se faisant aider par des technologies et par des institutions qui mettent à leur disposition ces technologies, ils doivent remplir quantité de conditions. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des visites, vous devez aller consulter des gens, vous devez demander de remplir une paperasserie invraisemblable. Pour une fois, vous devez déjà mettre en place tout un système administratif, des procédures qui sont coûteuses, qui prennent du temps, etc. Eh bien, qu'on fasse la même chose pour les animaux, que si un éleveur veut inséminer une vache, eh bien, qu'il ait le même procédure administrative que ce que les gens ont. Et pour chaque vache, eh bien, on verra à ce moment-là que l'insémination artificielle, elle continuera à se produire parce que c'est pas très grave si elle se produit pour une vache parce qu'on a décidé d'avoir un bel animal de concours
Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que là, je peux comprendre que ça fait partie peut-être de pratiques, voilà, des pratiques d'élevage, comme on le fait avec les chiens d'ailleurs, comme on le fait avec certains animaux dont, par exemple, certains amateurs aiment passionnément l'idée qu'ils puissent être beaux. Donc, tout ça me semble tout à fait intéressant, même si c'est contestable à certains niveaux. Et je ne suis pas en train de les contester, je reconnais la possibilité que ce soit contesté. Même mon rôle de philosophe n'est pas ici de contester, c'est d'essayer plutôt de faire un état des lieux en disant il y a des contestations et il faut les entendre. Mais toujours est-il que si un éleveur veut vraiment avoir un très bel animal et veut faire une belle sélection, veut produire certaines choses, oui, qu'il le fasse, mais en sachant que ça prend un temps très long. Et si, par exemple, pour la chasse, on se dise aussi comment est-ce qu'on ralentit les processus, parce que c'est ça que je suis en train de proposer, c'est de ralentir, de ne plus rendre possible des formes industrielles. Ben, la chasse, peut-être qu'on devrait interdire les fusils. Si les gens devaient le faire à l'arc à flèche et à l'arbalète, ben ça ferait les gens pourraient quand même chasser ou avec des couteaux, mais au moins on n'aurait pas ces immenses tueries. Il y en aurait des gens qui aiment vraiment les animaux qui chassent. Il y en aurait des gens qui sont prêts à investir non pas de l'argent mais du temps, de l'expertise, des compétences, de l'entraînement et tout, où la chasse redeviendrait un art et pas cette espèce de loisir bourgeois dont je trouve que par moment, il est vraiment, vraiment, allez, à certains égards, vraiment, vraiment problématique. Une dernière question, c'est possible encore? Oui. Donc, en retournant aux questions, on a vu qu'à partir du confinement, Bruno Latour, par exemple, il s'est posé une série de questions où il se demandait quels seraient les gestes barrières pour continuer. Il y avait aussi John Jordan et Isabelle Fremeux qui s'est posé 5 questions par rapport à la polémique du festival Agile pour le vivant. Et il posait la question clairement de comment penser une éthique de non-coopération vis-à-vis des acteurs qui détruisent les vivants, c'est-à-dire non pas seulement agir pour le vivant, sinon pas coopérer avec ceux qui sont en train de détruire, reformuler nos capacités d'action sur ces deux voies là-bas, c'est-à-dire tous les deux sont un peu sur le mode de la défense, des gestes barrières et de non-coopération. Mais vous avez répondu avec une autre question qui est encore plus active, qui serait que sommes-nous capables de faire en ce moment? Donc, ce serait la dernière énorme question que je vous pose pour finir. Non, là, je vous avoue que je ne peux pas y répondre à cette question parce qu'elle est vraiment trop énorme. Je vais dire, c'est Isabelle Fremeux et John Gordon ont posé la question, mais n'y ont pas encore répondu, que je sache. Donc, oui, ils y ont répondu en disant, on commence à enquêter, on voit qui fait quoi, etc. Mais cette réponse, elle est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que ça veut dire que de très nombreux lieux culturels bénéficient de subventions. Vous, chez vous, c'est évident que si vous subsistez, vous avez des subventions qui ne sont pas uniquement de l'État, qu'il y a certainement des formes de fondations, etc. Allez un peu décrypter tous ceux qui vous donnent et voir si aucun parmi ceux-là n'a financé des énergies fossiles. Vous tomberez très rapidement sur le fait que oui, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc… ça veut dire que… Alors, comment est-ce qu'on va organiser ça? Ça veut dire que certains vont commencer à devenir beaucoup plus attentifs et dire, bon, ben voilà, on n'accepte pas, là où d'autres ne pourront pas se le permettre. Donc, moi, je dis, je trouve que c'est très intéressant, mais comment on met pratiquement ça en fait, et qui va payer le prix? Et quelles sont les institutions culturelles qui ne vont pas survivre? Donc, et pour moi, la mort des institutions culturelles, la mort des théâtres, la mort des expositions, la mort des lieux, on voit ce que ça donne aujourd'hui, on sait ce que ça donne s'il n'y a plus d'entreprise, enfin s'il n'y a plus de culture, s'il n'y a plus de spectacles, etc., s'il n'y a plus d'exposition. Ben voilà, et donc pour moi, ces lieux sont vitaux et leurs moyens de financement. Je suis d'accord qu'on soit extrêmement circonspect, mais je pense à un lieu comme Bobo, etc., si je leur pose la question, et je leur ai posé en disant, tiens, est-ce que vous pourriez suspecter d'être financé par des gens qui font du greenwashing? Ben,
C'est évident que oui, c'est évident que oui, qu'il y a certainement, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, je n'en sais rien. Et donc, je trouve que donc l'initiative intéressante, mais je veux dire, et si sa mise en œuvre conduit à tuer encore un peu plus les possibilités qu'il y ait des productions culturelles, je me dis, ben alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, c'est vraiment un problème pour moi. Et puis, par rapport aux gestes barrières, ben, je lance par rapport au retour à la normale, hein, c'est ça que Bruno disait, comment allons-nous utiliser les gestes barrières pour éviter le retour à la normale. C'est passionnant. Lui, par exemple, ce qu'il fait, tout à fait passionnant, c'est de travailler avec les gens à construire des cahiers de doléances, mais c'est tout un processus, le cahier de doléances, et c'est d'abord travailler avec les gens, avec des groupes de personnes, sur à quoi ils tiennent, qu'est-ce qui est vital pour eux, qu'est-ce qui est tellement important qu'ils ne peuvent pas envisager de vivre sans ça, qu'est-ce qui les empêche de vivre, qu'est-ce qui les dérange très fort, mais quelles sont les conséquences de demander aussi à ce que ce qui vous dérange soit éliminé. Et c'est ce travail-là, et c'est un travail, Latour le dit lui-même, de repolitisation, de refaire de la politique tous ensemble, mais d'une autre manière. Bon, ben je trouve que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On a passé déjà les 45 minutes qu'en principe on allait accorder à cette conversation. Vous avez été très, très, très généreuse.